Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de me retrouver pour un nouveau numéro de Tête à Tête. Ce soir, nous allons parler éducation, nous allons parler de la rentrée 2019-2020. Je ne suis pas seule, je suis avec une experte, une passionnée de l'éducation, une passionnée des enfants, Karima Grant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être mon invitée ce soir. Merci. Comme je l'ai annoncé donc plus tôt, nous allons parler ce soir d'éducation, de rentrée, des enfants de tout âge, avec Karima qui aujourd'hui a réinventé, si vous voulez, tout ce qui est paradigme dans l'apprentissage ici en Afrique. Karima, parle-nous un peu de toi d'abord. Qui est Karima? Je m'appelle Karima Grant, je suis la fondatrice de Imagination Africa et Cœur Imagination, premier hub d'apprentissage et innovation pour des enfants ici à Dakar, Sénégal. Je suis passionnée par l'éducation. J'ai travaillé pour plusieurs années dans le secteur de la petite enfance et puis tout à l'heure au lycée, ici au Sénégal, aux États-Unis. J'ai une expérience assez vaste. Pas seulement, je trouve, dans l'éducation, mais aussi dans le développement humain. Et actuellement, maintenant, j'essaie de mettre les deux ensemble, de voir comment on peut créer les gens de citoyens qu'on a besoin pour amener le développement africain que nous tous, on est en train de chercher. Vous avez vécu auparavant aux États-Unis, si je ne me trompe pas? Oui, actuellement, je suis née là-bas. Oui. Ma mère est sénégalaise, Oui. mon père vient des Antilles. Oui. J'ai eu une éducation très mixte, voilà. J'ai grandi là-bas, mais j'ai choisi, ça fait presque 20 ans maintenant, de rentrer ici au Sénégal pour vivre ici, pour travailler toujours dans le secteur de l'éducation. Je pense que ça m'a donné une autre perspective aussi sur l'éducation, sur l'innovation, mais surtout sur c'est quoi le potentiel humain qui est ici avec nos enfants en Afrique. Qu'est-ce qui t'a donné cette passion justement pour l'éducation, pour les enfants? C'est venu d'où? Pour dire réellement de ma mère. Ma mère, elle est partie assez jeune aux États-Unis, mais elle a toujours fait sa carrière, actuellement toujours, dans le domaine de la petite enfance. Et elle m'a toujours encouragée de travailler dans ce domaine et pour comprendre que c'était un des domaines les plus importants. Avec elle, à côté d'elle, au début, je travaillais juste à côté d'elle dans le même centre. Elle était la directrice, moi j'étais une assistante. C'est là où j'ai beaucoup appris. Et je pense aussi la perspective de ma mère, parce qu'elle n'était pas américaine, elle était sénégalaise, alors elle avait beaucoup de valeurs sénégalaises, elle avait beaucoup de compréhension. Qu'elle a amené avec elle aux États-Unis. Qu'elle avait amené, je pense qu'aussi elle a nous éduqués avec l'importance de famille, qu'on ne peut jamais séparer un enfant de la famille, que l'enfant est un être social avant tout. L'importance de langue, quelle langue l'enfant, quelle est la langue maternelle de l'enfant. Elle m'a donné beaucoup de ces, je pense que ce n'est pas des astuces, mais vraiment de savoir-vivre. Oui, juste de sagesse, vraiment, qui m'a fait, et aussi pour moi-même, autant que parent. Elle m'a vraiment instauré ou vraiment nourrir en moi la curiosité. D'accord. Et un goût pour toujours apprendre. Et de comprendre que la vie, c'est une question d'apprendre. Que n'importe où vous êtes ou ce que vous faites, il faut toujours apprendre et être prête à apprendre aussi. Depuis votre retour à Dakar, vous êtes rentré en quelle année? Comment ça s'est passé? Vous avez créé Cœur Imagination, différent de Imagination Africa. Vous pouvez nous noter un petit peu cette différence et nous expliquer depuis votre retour? On est rentré, moi et mon mari, en 2003. 2003. En 2003, on est rentré comme des enseignants pour travailler ici. J'ai géré un programme éducatif qui était ici sur place. Et tout de suite, j'étais frappée par ce que j'appelle la brillance des étudiants sénégalais, parce que je trouvais que c'était, par rapport aux étudiants que je connaissais aux États-Unis, qui avaient beaucoup de problèmes sociaux et tout, que même malgré beaucoup de problèmes, et des problèmes réels,
les élèves, les étudiants ici avaient vraiment besoin d'apprendre. Ils voulaient. Et on a compris ici dans cette société l'importance de l'éducation pour avancer dans la vie. Il y avait des parents qui étaient prêts à faire tous les sacrifices pour leurs enfants. Alors que pour moi, ça c'était quelque chose qui m'a inspirée. Ah oui, attention, pour être une enseignante maintenant ici, j'étais entourée aussi à l'époque par, je pense que les meilleurs enseignants du Sénégal, des gens qui étaient vraiment passionnés. Et eux aussi, ils m'ont beaucoup appris. Alors, pour être une enseignante, comment on apprend, quelles sont les méthodologies, tous ces aspects qui sont un peu perdus, si on peut dire la vérité. C'était pour quelle tranche d'âge tout ça? À cette époque, c'était au lycée. Au lycée, d'accord. Alors que mon expérience avant ça, c'était primaire et la petite enfance. Et pour moi, je disais, mais attends, je pense que c'est pas par hasard. Ça vient depuis le bas âge. Voilà, et ça là, vient tu as de décider de révolutionner. Ou bien de ouvrir un peu la pensée de comment on voyait, c'était quoi une éducation, et de ouvrir ça et de penser beaucoup plus large. Tout à fait. De penser ça en termes d'apprentissage, right? On ne veut pas qu'un enfant dans un système éducatif, on veut apprendre à un enfant de comment apprendre pour toute sa vie. Tout à fait. Et je pense que c'est un mouvement mondial, global. Je pense qu'il y a tout le monde est vraiment dans cette lancée. Je pense que oui, j'avais de chance que d'être entourée par des gens ici au Sénégal qui pensaient, un peu pareillement. Okay. Et c'est comme ça qu'on a créé Imagination Africa, d'abord, en 2011, avec l'idée de, attention, comment on peut d'abord ouvrir les espaces culturels pour les enfants. On a trouvé qu'après avoir fait une grande exposition pour des enfants en 2012, que le succès était immédiat et qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'implications pour les programmes sénégalais en termes de comment c'était enseigné. D'accord. Et c'était comme ça que Cœur Imagination était né. Très bien. Donc, après Cœur Imagination, plus en détail. C'est venu après, en quelle année? Cœur Imagination est né en 2016, janvier 2016. On a décidé qu'il fallait qu'il y avait un endroit qui était une institution dédiée aux jeux, jouets et pour les enfants. De quel âge à quel âge? 6 mois jusqu'à 14 ans. D'accord. On reçoit des enfants ici, on reçoit leurs parents. On a compris aussi qu'il fallait accompagner les parents, parce que les parents ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Personne n'est né une bonne parent. Tout à fait. Surtout nous les experts. On n'est pas né aussi de tous des bons parents. C'était très important, je pense que aussi de accompagner eux, de accompagner les institutions, accompagner même les mairies. Et c'est de là, je pense que Cœur Imagination a vraiment pris forme avec des différents programmes, des expositions, des espaces de jeu, nos programmes préscolaires en particulier. Je pense que c'est ça que beaucoup de gens nous connaissent, surtout pour nos programmes préscolaires. Tu voyages beaucoup, on te voit beaucoup dans la sous-région, tu interviens notamment dans les grands forums, dans des panels. Aussi là-bas, comment ça se passe? Quelle différence notes-tu? Ça avance, ça, oui, je trouve, ça progresse aussi? C'est vraiment, je ne veux pas qu'on soit déprimé parce que je trouve que tout le monde est sur le chemin. Sur le bon chemin. Je pense que surtout en Afrique, on est vraiment réveillé sur cette idée il y a plein de petites initiatives. Je pense que maintenant la question c'est comment les lier, comment on fait les liens. Aussi, comment aussi qu'on peut prendre cette question d'éducation, surtout la petite enfance, pas comme une question de c'est moins important, mais que de voir ça comme vraiment une priorité économique surtout. Right? Parce que maintenant encore, les études sont là qui disent que le meilleur investissement pour un pays, c'est investir dans la petite enfance. Je pense qu'on est sur les bonnes voies. On a beaucoup d'amis qui nous entourent aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir dans la petite enfance. Mais je pense que la chose qui est le plus important, c'est les parents sont réveillés. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent
des alternatives, qui sont en train de s'enquêter, qui sont en train de même poser des questions assez difficiles, que, attention, comment moi j'étais élevée, est-ce que je veux éduquer mes enfants dans les mêmes façons? Où sont les choses que je veux garder? Où sont les choses que peut-être il faut qu'on revoie ensemble? D'accord. Autre chose, que préconises-tu en termes d'éducation? Encore une fois. Pour moi, je cherche qu'on peut être plus centré sur l'enfant à tous les niveaux. Je trouve que vraiment cette idée de l'enfant qui consomme une éducation, ça veut dire qu'un enfant qui est derrière un banc, qui est assise pour 8 heures de temps, 6 heures de temps, ça c'est une idée qui rime avec l'âge de les usines. Right? Parce que c'est le même modèle. Actuellement, on sait que peu de nous vont avoir de travail dans les usines. On sait que le travail de demain va demander une utilisation des cerveaux. Right? Il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ce qui est les programmations. On sait que ça, c'est le monde qui est ici devant nous. So, il faut qu'on prépare nos enfants pour cette réalité. So, ça veut dire quoi? Il faut que l'enfant encore soit comment on appelle ça, un apprentissage actif. Qu'on peut suivre l'enfant dans sa démarche, qui demande beaucoup plus sur un enseignant, parce que c'est assez facile, c'est pas facile, mais c'est assez facile pour un enseignant pour venir avec une leçon, donner les leçons et partir, tester l'élève, entre 1 et 20. Qu'est-ce que tu penses des notes, justement? Je pense que les notes, ça dit quoi, actuellement? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu donnes un enfant une note à 10, ça veut dire quoi? Souvent, ça ne parle pas de la capacité de l'enfant de tout. Ça veut dire que l'enfant a échoué, comparé à quoi? Right? Et souvent, c'est même pas clair à l'enfant. J'ai eu 10 parce que quoi? Quels étaient les baromètres? Quels étaient les différents indicateurs ou quoi? Souvent, ça ne s'est même pas expliqué à un enfant. Nous, on cherche une éducation et on cherche des types de systèmes qui permettent à les enfants de s'exprimer ces différents atouts. Parce qu'on sait que maintenant aussi, l'intelligence sont multiples. On sait qu'un enfant qui n'est pas fort en mathématiques peut être fort en français. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de tout de compétences en mathématiques, mais peut-être il ne peut pas faire les géométries, ou il ne peut pas faire quelque chose qui est peut-être un peu plus abstrait. So, comment aussi qu'on peut plus, je dirais pas spécialiser, voilà, mais changer. Parce que le plus qu'on va, le plus que l'éducation doit être plus individualisée. On sait qu'on va dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui aussi de la nouvelle pratique? Par exemple, si je prends l'exemple de la France, le bac a été changé. C'est tout un autre système. L'élève choisit lui-même ses matières qui passent à l'oral. Il y a des matières, bien entendu, obligatoires toujours à l'écrit. Au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique, on est encore en mode de bac. Et je pense que c'est parce que d'abord... Est-ce qu'on devrait aussi peut-être changer, par exemple, ce système? Je pense qu'on peut... Et je vais être très, très révolutionnaire, mais je pense qu'on doit laisser le bac. Carrément. Oui, parce que je ne sais pas... je pense que pour une période, c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un genre d'évaluation finale. D'accord. Mais pour quel but? Right? Pour quel... Vous voulez rentrer dans le médecin, les médecins, tu veux être médecin, tu veux être avocat, peut-être il y a des connaissances qu'il faut que vous avez. Ça, c'est spécifique. Ouais. Mais à 17 ans, 18 ans, est-ce que nos enfants sont prêts à faire ces décisions? La plupart de nos enfants. Avec la situation actuelle de nos écoles et surtout les résultats des bacs l'année dernière, pourquoi persiste à un système qui est en train d'éliminer 3/4 de nos jeunes à un avenir? Right? So, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Right? Le brevet aussi, pour toi, ça sert toujours? Je trouve que ça sert à quoi? Il y a des systèmes dans le monde qui sont intéressants, que les enfants peuvent poursuivre, tu vois, un certain trajet et peuvent décider à faire ça. Pour moi, cet âge de test alors, mais,
Ça sert à quoi? Encore si on pense à c'est quoi les résultats de demain, ou les métiers de demain, par exemple. Tout s'apprend aujourd'hui sur... Et puis aussi, quand vous faites un métier de demain, par exemple, c'est apprendre par cœur. Tu vas sur YouTube, tu apprends quelque chose. Sur les tests servent à quoi? On teste l'enfant pourquoi? Avec les résultats du baccalauréat, qu'est-ce que l'enfant, la plupart des enfants, ils voient, est-ce qu'ils voient même le résultat? Ils voient qu'ils ont passé avec mention ou pas. Mais ça sert à quoi? Ou faire une série scientifique, j'en ai un exemple, être destiné à faire, je sais pas, des études en finance et plus tard se retrouver entrepreneur, créer sa propre boîte. Et ce qu'on trouve, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens qui ne pouvaient pas peut-être avoir accès à les grandes écoles. Ouais. Ils sont les meilleurs entrepreneurs actuellement maintenant. Je connais beaucoup de gens qui sont rentrés dans le monde de l'informatique et tout ce qui est codage, mais qui n'ont jamais fait une bac S. Right? On sait ça. Pourquoi on insiste sur ces paradigmes qui encore viennent d'un système où tout le monde devrait être classé, right? Qui rentre encore dans le même système d'une usine. On a dépassé ça maintenant. Maintenant, on cherche quelque chose d'autre. Et surtout, je pense qu'ici en Afrique, c'est parce que aussi, on peut plus, ici surtout au Sénégal, on peut plus supporter le bac. Mais regarde le nombre d'élèves qui échouent. Right? Et si tu penses que, l'échec, c'est quoi? En termes d'estime en soi pour un élève. Right? En termes de les dépenses que les parents ont fait. En termes de, l'impact à la vie scolaire, à le nombre d'enfants qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'école? Il y a tout un système qui est impliqué dans les échecs. Quand on voit qu'il y a 34% qui ont eu le baccalauréat, mais attends. C'est super. Je pense que mais tout ça, c'est aussi lié aussi à la question de l'enseignement. Je pense que c'est là le nerf de guerre. C'est peut-être aussi une volonté politique qu'il faudrait changer. Oui, je pense. Je pense qu'on va dans ce sens. Peut-être demander... Je pense qu'on va dans ce sens. Je pense que déjà, on est en train de revoir qu'est-ce que ça veut dire pour être une enseignante, quelles sont les compétences nécessaires et tout. Mais encore, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Et je pense que c'est là où on a beaucoup de travail à faire. Et si tu arrives à convaincre aujourd'hui les autorités, par exemple, ça pourrait se répandre plus facilement, tu penses? Je pense que les autorités sont convaincues. Déjà? D'accord. Je pense qu'il faut voir, si je peux être très honnête, il faut voir où les autorités mettent leurs enfants. Aussi. Dans quelles écoles leurs enfants sont. Aussi. C'est le cas de le dire. Right? Parce que souvent, leurs enfants ne sont pas dans les mêmes écoles où les enfants sont en train d'échouer. Tout à fait. Right? So, je dis ça, c'est pas pour blâmer ou jugement ou quoi que ce soit. Une école pour tous? L'école pour tous, beaucoup des enfants sont dans des écoles américaines ou françaises, right? Où ces enfants ont des autres options. Alors pour la plupart des enfants sénégalais qui sont dans des écoles où il y a les bancs, où tu restes comme ça 8 heures, tu apprends par cœur. Attention. So, ça veut dire qu'eux, ils sont déjà convaincus. So, le problème n'est pas lié à le plaidoyer. Le problème, c'est lié quelque part autre, je pense. On va parler un petit peu polémique, un petit peu d'actualité. Oui. Tu l'as suivi comme nous, la rentrée à Jeanne d'Arc, où on a eu à exclure, entre guillemets, ces 22 filles voilées. Ce matin encore, la donne a changé. L'éducation nationale a pu convaincre, il y a pu avoir quand même un accord. Ces 22 élèves seront maintenus finalement à l'école avec un port de voile qui sera déterminé par les sœurs à Jeanne d'Arc. Quel est ton point de vue sur cette question? Je pense qu'il faut faire attention aux faux débats. Right? Une institution, c'est une institution. Je trouve que la question de tolérance, la question d'une institution et leur loi, et la question de apprentissage sont trois choses différentes. Jeanne d'Arc a pris leur décision.
Je pense que la question de tolérance religieuse, Jeanne d'Arc a décidé. Now, beaucoup de parents n'ont pas d'autre choix. Jusque-là, Jeanne d'Arc était tolérant. Oui. Right? So ça, c'est notre débat. Oui. Pour moi, autant que quelqu'un qui est vraiment, mais qui est intéressé sur cette question d'apprentissage, je me demande, nos enfants qui regardent cette situation, les 22 filles, qu'est-ce qu'ils apprennent de tout ça, en observant tout ça? Qu'est-ce qu'ils apprennent sur la tolérance? Qu'est-ce qu'ils apprennent sur la question de l'éducation? Qu'est-ce qu'ils apprennent sur le dialogue chrétien-musulman qui, ici au Sénégal, c'est toujours bien passé. Et existe depuis des centaines d'années. Oui, tout à fait. So, pour moi, je prends un peu un pied en arrière au lieu de rentrer dans ces détails, tu vois. C'est ça qu'on demande à nos enseignants aussi, c'est de sortir un peu, observer. Et je demande qu'est-ce que les enfants ont appris. Est-ce que c'était ça que Jeanne d'Arc voulait que les enfants apprennent? Est-ce que c'est ça que les parents de les 22 enfants veulent qu'ils apprennent? Est-ce que c'est ça que l'État veut qu'ils apprennent? Maintenant, quels sont les dialogues que nous sommes en train d'avoir avec les enfants dans des autres institutions sur cette question? Très bonne question. Est-ce que nous avons un dialogue? Parce que nous, on pense que ça, c'est un dialogue juste entre les adultes. Alors que non. Alors que tous les enfants, leurs yeux sont fixés sur nous. Et ils sont en train d'apprendre. Et une chose qu'ils sont en train d'apprendre, c'est une division. Chrétien, musulman. Et je pense que ça, c'est pas le débat. Tout à fait. C'est pas le débat, mais c'est pas aussi ce que le Sénégal veut apprendre à leurs enfants. Right? So maintenant, est-ce que les acteurs sont conscients de ça? Je sais pas. Mais pour moi, comme un éducateur, premièrement, je suis pas politicien de tout, mais comme un éducateur, je me demande toujours, je suis en train de montrer quel modèle aux enfants. Si je suis conscient, les enfants apprennent quoi ici? Parce qu'un enseignant, un éducateur, tu dis, attends, la pédagogie est quoi? C'est quoi l'objectif ici? Et moi, l'objectif n'est pas clair de ce qu'on veut pour nos enfants. C'est ça que je vois qui est vraiment confus dans ce débat. On veut quoi pour nos enfants? On veut quel genre de citoyen? On veut quel genre de lieu d'apprentissage? On veut quel genre d'opportunité pour les parents? Right? On veut quel genre d'expression? Right? So. Karima, un mot sur la rentrée 2019-2020. Soyez gentils avec vos enfants, ils sont plus stressés que nous. Et souvent, on transmet nos stress à nos enfants. Parce qu'on est stressé parce que scolarité. Les fournitures, regarde, transport, right? Circulation, les habits, tout ça, c'est dur pour les parents, right? Mais en même temps, on transmet ce stress aux enfants. Les enfants sont déjà stressés parce que c'est une nouvelle année, right? Pour eux, leur âge de développement, est-ce que mes amis vont m'aimer, right? Est-ce que mes amis vont toujours être là-bas? Qui a déménagé? Est-ce que je vais avoir une nouvelle maîtresse? Right? Le maître ou maîtresse l'année dernière, je ne m'entendais pas bien. Est-ce que je vais avoir un nouveau? Tout ça, c'est énorme pour les enfants. Ça, c'est de gros problèmes. Classe d'examen. Voilà. Maintenant, les classes d'examen, que maintenant les parents disent, ah, cette année, on ne va plus jouer. Right? On va juste travailler, focus, right? Maintenant, il faut que tu cherches aussi les parents qui payent pour les encadreurs, tout ça. Il y a tout ça. C'est une période de stress. Comment on peut voir, comment on peut accompagner nos enfants, surtout sur leur état socio-affectif, émotionnel, right? Comment ils sont, comment les matins, on se lève tous un peu plus tôt, comme ça le matin peut être moins stressant pour tout le monde. Comment on peut fêter, trouver des petits moments de célébration, peut-être un vendredi soir. Hey, on a fait la première semaine de l'école, bravo! Comment chaque soir, si on a l'opportunité, c'est pas chaque parent qui peut faire ça, mais s'asseoir manger avec nos enfants, raconte-moi ta journée. Right? Comment ça s'est passé? Et vraiment être avec l'enfant. Pas dicter, oh, tu devrais pas faire ça, mais être à côté de l'enfant, right? Pour comprendre.
Puis aussi, comment on peut expliquer l'enfant notre stress. Pas parce qu'on veut que l'enfant assume les responsabilités des adultes, mais pour dire, maman est fatiguée. Si elle crie un peu, tu m'excuses, hein, parce que vraiment, j'ai plein de choses dans ma tête et je veux que vraiment que tu aies la meilleure rentrée possible. Tu vois, si les enfants insistent sur une sac à dos toute rose avec Dora qui coûte 10 fois plus cher qu'une sac à dos juste normal, qu'on explique à eux, oui, j'aimerais bien vous aider, mais je préfère d'acheter tout ce que vous avez besoin pour toi et pour tes frères. You know, juste expliquer, inviter les enfants, c'est comme ça on peut être des collaborateurs et pas des ennemis en train de stresser. Et soyez gentils avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Les enseignants? Oui, les enseignants, soyez gentils avec les enseignants, mais aussi nous-mêmes comme des parents. Prenez des petits moments où même on fait quelque chose qui peut nous déstresser. Tu vois, de yoga, de marche, de jeu, de société, mais quelque chose aussi que, les moments, c'est pas stress, mouvement, bouger tout le temps. Merci pour tous ces conseils. Ton mot de la fin pour finir l'émission et un message pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Notre richesse en Afrique, c'est notre jeune, nos enfants. Ici, au Sénégal, 0 à 14 ans sont 44% de la population. Imagine si on investit en eux, quelle richesse on aura d'ici même 10 ans. So, vraiment, Et pour les parents, courage. Personne t'a donné une livrée, une manuel de comment être parent. So, soyez très gentils avec soi-même. Merci Karima. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions ce soir donc avec Karima Grant de Cœur Imagination. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tête-à-tête. Et je n'oublie pas de remercier Dame de kaishopping.sn.com pour la tenue. Merci et à très vite.